Pour le prix Nobel, Paul Crutzen, qui a proposé le mot au début des années 2000, l'Anthropocène se définit par le fait que, je cite, « l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et si intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre. » Donc, en somme, c'est ce que dit d'une façon beaucoup plus simple Philippe Descola dans un article récent, on est passé de l'anthropisation des milieux à l'altération de la planète entière dans l'ensemble de ses fonctionnements. Le premier phénomène, le phénomène d'anthropisation, d'aménagement des milieux par les premières sociétés humaines, est aussi ancien que l'humanité. Le deuxième est neuf, et selon les datations et les débats qui se jouent autour des débuts de l'Anthropocène, c'est entre 7 et 20 décennies auxquelles il faudrait remonter. Et pour le groupe international qui s'appelle l'Anthropocene Working Group, qui étudie la reconnaissance de cette nouvelle époque de la Terre par l'Union internationale des sciences géologiques, l'Anthropocène est situé, enfin il propose de situer l'Anthropocène comme dernière époque des temps géologiques, à l'intérieur de ce qu'on appelait l'ère quaternaire quand on était au lycée. Maintenant c'est une période de quaternaire. Dans cette période, jusqu'à présent, il y avait deux époques, le Pléistocène d'abord, puis l'Holocène. Il propose d'ajouter une troisième époque. Donc l'Holocène, l'époque antérieure, c'est les 12 000 dernières années, c'est en gros le temps depuis la dernière glaciation. Et donc ça correspond à un moment de déglaciation et de relative stabilité pendant 10 000 ans de niveau des mers et des températures du globe. Et donc c'est comme par hasard, dans ce moment de stabilité relative, évidemment c'est à l'échelle globale, dès qu'on regarde le paysan philippin, il n'a pas eu un environnement stable depuis 10 000 ans, hein, il est soumis aux aléas météorologiques de chaque année. Mais à l'échelle à laquelle regardent les choses les sciences du système Terre, et puis si on regarde les niveaux de la mer, on a effectivement une période relativement confortable par sa stabilité de la Terre, et c'est comme par hasard dans cette période-là, dans cette époque, que ont fleuri les sociétés humaines, les civilisations, les cultures, les langues, les techniques, les systèmes politiques, etc. Et donc l'Anthropocène, ça renvoie aussi à l'idée qu'on est sorti de l'Holocène, on est sorti de cette période qui est considérée par ces chercheurs comme une période relativement stable et confortable pour habiter la planète, et on entre dans un autre état de la Terre qui est qualitativement différent selon nous. Alors pourquoi il est qualitativement différent? Premièrement, parce qu'on a une Terre qui est presque intégralement exploitée et mise au service d'une seule espèce, l'espèce humaine. Quelques chiffres rapides. Nous, les humains, plus nos animaux domestiques, le poulet, c'est l'oiseau le plus fréquent sur la planète aujourd'hui. S'il y a des paléontologues dans 2 millions d'années, ils appelleront plutôt notre époque l'âge du poulet. C'est ce qu'on trouvera le plus dans les fossiles. Bon. Nous, plus nos animaux domestiques, les poulets, les vaches, les cochons, on représente 97% du poids de tous les vertébrés terrestres. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 3% pour les 20 000 autres espèces de vertébrés terrestres. Ça donne une idée de la place qu'on prend sur la planète. 90% de la photosynthèse qui se fait dans les espaces terrestres se fait dans des espaces plus ou moins contrôlés par les humains. 15% des flux hydriques sont perturbés par les 50 000 barrages que nous avons construits. Les activités humaines charrient plus de roches, de sédiments, de sable que toutes les eaux et les vents réunis de la planète. Donc ça renvoie à cette idée d'une planète entièrement aménagée, transformée par des humains qui sont devenus une force géologique. Deuxième dimension, c'est effectivement une Terre aussi dont la plupart des grands cycles et phénomènes biogéochimiques sont très différents de ce qu'ils étaient à l'époque de l'Holocène. On a parlé du cycle de l'eau, qui a été profondément affecté.
le cycle du phosphate qui tourne 8 fois plus vite qu'à l'époque de l'Holocène, l'azote, avec la synthèse industrielle de l'azote depuis le début du XXe siècle pour faire des explosifs, puis des engrais, qui sont en fait un sous-produit des explosifs qu'on a voulu produire pour la Première Guerre mondiale. L'azote tourne 2 fois plus vite sur la planète qu'il ne le faisait avant le XXe siècle, avec toute une série de conséquences sur les nitrates, les zones mortes dans les estuaires, etc. Le cycle du carbone, évidemment, c'est pour ça que Paul Crutzen proposait de faire débuter l'Anthropocène avec la révolution industrielle. C'est le moment dans lequel le carbone, qui est stocké sous forme solide, sous la forme de gisements de charbon dans le sous-sol, dans ce que les scientifiques appellent la lithosphère, est exploité, extrait, brûlé et se retrouve à l'état gazeux dans l'atmosphère. Donc on a à l'échelle planétaire tout le cycle du carbone qui est profondément bouleversé, au point qu'aujourd'hui, avec 410 parties par million de molécules de carbone dans l'air de notre atmosphère, on a atteint une concentration du carbone qui n'avait pas été atteinte depuis 2 à 5 millions d'années sur Terre. Donc on n'a pas du tout la même atmosphère qu'au XVIIIe siècle. Peut-être dernier point sur ces transformations biogéochimiques, on vit aussi dans une nouvelle minéralogie. On a 208 nouveaux minéraux sur les 5000 et quelques qui sont connus, qui sont produits, engendrés par des activités humaines. Ça va de plastiglomérat, de matière plastique qui finit par se solidifier, se mélanger, devenir une roche, à des nouveaux types de radionucléides qui n'existaient pas sur Terre auparavant, etc. Troisième élément, le plus connu évidemment, c'est un climat qui s'est déréglé. On a gagné 1 degré depuis le 19e siècle et les prévisions vont de plus 2 à plus 6 degrés pour le 21e siècle selon les mesures qui seront prises ou pas prises au plan national et international. Quand bien même on se maintiendrait à, disons, plus de degrés, ce niveau d'augmentation est inégalé à l'échelle de l'histoire humaine. C'est-à-dire que depuis le néolithique, où il y a eu des variations du climat, vous savez qu'il y a eu un optimum climatique au Moyen-Âge, puis un petit âge glaciaire dont la pire période est autour de 1700, on a des variations qui sont liées au cycle du Soleil, à l'orbite de la Terre autour du Soleil, etc. C'est des variations qui se jouent à quelque chose qui est de l'ordre du degré à l'échelle de la température moyenne. Donc plus de degrés, on est au-delà de ces oscillations qu'on a connues historiquement. On est aussi au-delà des oscillations que la Terre a connues depuis plusieurs centaines de milliers d'années, puisqu'on a à peu près tous les 100 000 ans un cycle glaciaire interglaciaire. Et donc il y a un attracteur froid, un attracteur chaud, et puis la Terre oscille tous les entre 50 000 et 100 000 ans, passe d'un état à l'autre sous une forme un peu de sinusoïde. Ce qui se passe, c'est que là, on sort de ce mouvement d'oscillation par le haut. On rentre vers quelque chose d'autre qui est plus haut. On ne sait pas où est l'attracteur, on ne sait pas où ça s'arrête, parce qu'il y a des boucles positives par lesquelles le réchauffement diminue, par exemple, le blanc, il y a moins de neige, donc c'est moins blanc, donc ça reflète moins le soleil, donc ça se réchauffe plus. Le pergélisol arctique, en se réchauffant, libère du méthane, donc il y a des boucles qui accélèrent, provoquent un emballement dans le réchauffement. On ne sait pas où est le moment de stabilisation. Est-ce qu'il est à plus 5 degrés? Est-ce qu'il est à plus 10 degrés? On ne sait pas. Donc on rentre dans quelque chose qui est assez radicalement nouveau de ce point de vue-là, que des scientifiques dans une publication de l'été dernier ont appelé la Terre étuve, au-dessus des oscillations qu'on a connues ces derniers millions d'années. Alors ça, évidemment, ça a des impacts sur l'habitabilité de la planète. Rien que plus 2, plus 3 degrés dans quelques décennies, c'est des centaines de millions de personnes qui doivent quitter leur maison, qui sont jetées sur les routes, qui
à cause de la sécheresse, qui à cause d'inondations, qui à cause d'ouragans, qui à cause de montée des eaux dans les régions côtières, qui à cause d'incendies qu'on a connus pas mal ces derniers mois, y compris aux États-Unis. Donc on est dans un autre état du monde, une autre géopolitique qu'il va falloir penser et comprendre pour pouvoir agir contre les violences et les barbaries qu'on croyait avoir derrière nous, mais qui sont encore possibles pour le XXIe siècle. Et puis dernier point, mais ça, il en sera beaucoup plus question à la table ronde suivante, l'Anthropocène, c'est aussi un tissu du vivant profondément dégradé. Depuis 10 000 ans, il y a une déforestation qui s'est produite. La moitié de cette déforestation s'est faite dans le dernier siècle. Donc en 100 ans, on a déforesté plus que dans les 10 000 ans qui avaient précédé. Une crise d'extinction des espèces, des habitats, des fonctions écologiques qui s'effondrent. On aura Vincent de Victor et Valérie Cabanès pour nous en parler tout à l'heure. Bref, en gros, l'Anthropocène, selon les scientifiques qui ont porté ce constat et cette notion, c'est 3 constats. Premièrement, en gros, on croyait vivre dans une crise écologique, mais en fait c'est beaucoup plus grave que ça, aussi bien en termes spatial qu'en termes temporels, c'est un basculement géologique. Si on libère 1000 tonnes de carbone, dans 1000 ans il en reste 200 kilos dans l'atmosphère. Donc il y a une inertie des choses qui font que quand bien même il n'y aurait aucune émission de dioxyde de carbone à partir d'aujourd'hui, il faudrait plusieurs millénaires pour retrouver le climat du XVIIIe siècle, si c'était encore possible. Donc il y a une inertie qui emmène nos gestes historiques à des échelles géologiques. Donc le premier constat finalement, c'est la dimension géologique de ce qu'on appelait auparavant la crise écologique. Deuxième constat, c'est que ce déraillement géologique, il est d'origine humaine. C'est pas un météorite qui est arrivé, qui a percuté la planète et qui a transformé l'équilibre. Ça, c'était il y a 65 millions d'années. La précédente crise d'extinction biologique, les dinosaures qui disparaissent, c'est ça. C'est une causalité non humaine extérieure. Là, c'est nous le météorite. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est que finalement, ce nouvel état de la planète ouvre une nouvelle situation pour l'humanité. Une situation qui est assez radicalement nouvelle. Parce que finalement, Homo sapiens, en tant qu'espèce, existe depuis 200 000 ans, 300 000 ans, 400 000 ans. Or, la rapidité et l'ampleur des transformations que connaît l'environnement planétaire aujourd'hui est beaucoup plus violente et rapide et intense que tout ce qu'on a connu depuis 200, 300, 400 000 ans. La dernière fois qu'il y a une crise d'extinction biologique aussi forte qu'aujourd'hui, c'est il y a 65 millions d'années. La dernière fois qu'il y a autant de carbone dans l'atmosphère, c'est il y a plus d'1 million d'années. La dernière fois que les océans sont aussi acides qu'aujourd'hui, c'est il y a 300 millions d'années, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on est on vit aujourd'hui dans un état de la Terre qu'aucun de nos ancêtres humains n'a connu. Donc, on n'a pas la mémoire culturelle de ces transformations, on n'a pas la mémoire biologique, on n'est pas préparé à ces transformations-là. On est face à une inconnue, à quelque chose de nouveau, qui fait que certains disent que c'est une nouvelle condition humaine qui se joue devant nous. Alors, face à ce constat, finalement, examinons maintenant quelques questions sur lesquelles l'irruption de l'Anthropocène, comme nouvel état de la Terre, comme nouvelle condition pour l'humanité, interpelle la pensée, interpelle les sciences humaines et sociales, interpelle plus généralement les cadres intellectuels de notre modernité occidentale. Premièrement, avec la sortie de l'Holocène, on assiste à la crise du progrès et à une certaine désorientation de l'histoire. En gros, la promesse de la modernité, c'était d'édifier une société intentionnelle en faisant table rase de la tradition et du passé. Cette promesse-là de vivre dans une société de plus en plus autonome, de plus en plus détachée des déterminismes naturels et de plus en plus détachée du passé, a failli.
d'une certaine façon, avec la violence des impacts du changement climatique et des autres transformations provoquées à la planète, qui rejaillit sur l'état des sociétés, sur la géopolitique, etc. On se retrouve dans une situation où le niveau des mers en l'an 2200, il ne dépendra pas du choix des habitants de la Terre en l'an 2150 ou 2180. Il dépend des choix qu'on fait aujourd'hui et qui vont être faits dans les prochaines décennies. Il y a une telle inertie dans le système que nos choix sont en train de réduire la marge de manœuvre des générations futures. Ça, c'est tout le contraire de la promesse du progrès, qui était au contraire d'avoir des marges de manœuvre de plus en plus grandes, de pouvoir auto-construire le monde qu'on veut. Plus on irait vers le futur et plus les sociétés auraient du choix. C'était ça la promesse. C'est justement cette promesse-là qui a failli avec la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On va avoir des sociétés dont les marges de manœuvre, les marges de choix peuvent être rétrécies par leur passé, par des choix qui auront été faits 2 siècles avant eux. Et donc c'est finalement cette promesse du progrès comme arrachement futuriste au passé, qui était la grande idéologie du XIXe siècle, cette promesse de l'autonomie croissante des sociétés, qui était la grande promesse des Lumières, qui se retrouvent ébranlées, qui redeviennent problématiques avec la découverte de notre vulnérabilité, de notre fragilité de l'habitabilité de la Terre. Et donc du coup, c'est aussi les conceptions de la liberté qu'on a héritées de l'âge des Lumières et de l'âge des Lumières industrielles qui sont à revoir dans la nouvelle situation de la Terre. D'une certaine façon, de Kant à Luc Ferry en version pop, toute la philosophie de la modernité avait pensé la liberté comme un arrachement à tout déterminisme. On n'est libre que si on dépend de rien. Or aujourd'hui, on découvre toutes nos dépendances, toutes nos interactions, tous les liens d'entraide ou de difficultés et de précarisation potentielle qui nous lient aux êtres non humains, qui nous lient au processus biogéochimique de la Terre, etc., etc. Puis on redécouvre des liens qu'on avait voulu cacher dans notre façon de concevoir la liberté. Et donc tout un chantier pour la philosophie aujourd'hui, c'est de redéfinir la liberté en dehors d'une pensée de l'arrachement. C'est de redéfinir des liens qui libèrent, de repenser la liberté avec les liens, et pas la liberté sans les liens. Les liens qui libèrent, c'est le titre d'une maison d'édition très, très sympathique par ailleurs. Je fais de la pub pour les autres maisons d'édition. Donc voilà, tout un chantier pour repenser l'émancipation finalement, un chantier aussi pour repenser la question de la démocratie, de la justice sociale, de la redistribution, de l'égalité, autrement que par les dispositifs de pacification consumériste qu'on a connus depuis 2 siècles. En gros, comment on a construit du pacte social depuis 2 siècles, on a agrandi le gâteau à se partager. Mais les inégalités n'ont pas forcément diminué. C'est-à-dire les différences relatives entre riches et pauvres n'ont pas diminué. Thomas Piketty, dans son livre « Le capital au XXIe siècle », nous montre qu'elles sont aujourd'hui, en France, au même niveau qu'en 1913 et qu'en 1789. Donc, on a un niveau d'inégalité qui est équivalent à l'ancien régime, à avant la Révolution, ce qui fait qu'il y a un certain ordre social malgré tout et que les pauvres ne font pas trop le bazar, quoique en ce moment ça bouge un peu, c'est qu'on a agrandi le gâteau. Donc on a acheté la paix sociale par cet agrandissement. Donc finalement ça a été tout le dispositif progressiste de contrat social depuis 2 siècles. À partir du moment dans une terre fragile aux ressources finies, comment on repense la question de l'égalité dans un gâteau qui ne s'agrandit plus beaucoup. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose, moi je trouve que c'est une leçon du mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui,
Finalement, dans les débats qu'on a entendus ces derniers mois, il n'y a quasiment plus personne qui a proposé sérieusement, ni parmi les Gilets jaunes, ni parmi le gouvernement, de dire « faisons donc plus de croissance et tout ira mieux ». Il n'y a quasiment pas ça dans les débats depuis 2 mois, ou alors personne n'y croit. Au contraire, ce qui a ressurgi, c'est un type d'économie morale qui date de l'Ancien Régime, que les historiens ont appelé l'économie morale des subsistances, dans laquelle finalement, ce qui choque, c'est de ne pas avoir assez de pouvoir de vivre, alors que par ailleurs, on a des surprivilégiés à côté de nous. C'est ce sentiment d'injustice entre la difficulté de vivre d'un côté et les privilèges de l'autre. Et finalement, ça, les historiens ont montré que c'était ça le moteur des révoltes, des contestations, des jacqueries de l'Ancien Régime du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Quelque part, les Gilets jaunes ressemblent plus à ce type de mobilisation sociale que à mai 68 ou aux grèves des années 50. Et ça, c'est un signe qu'on est rentré dans un monde limité où plus personne ne croit à l'agrandissement du gâteau pour résoudre les questions sociales. Deuxième, en gros, la fin du progrès, repenser la démocratie, repenser l'égalité, repenser la liberté différemment. Ça fait déjà un certain nombre de chantiers, on va pouvoir faire un certain nombre de réflexions et de bouquins autour de ces chantiers-là. Deuxième type de chantier, l'Anthropocène, finalement, apporte aussi la réfutation du dualisme, d'un grand partage entre l'histoire humaine et l'histoire de la Terre. Depuis le XIXe siècle, l'histoire humaine et l'histoire de la Terre étaient devenues incommensurables. Au XVIIIe siècle encore, avant Dumont, avant Buffon, on pouvait penser que la Terre n'avait que 5-6 000 ans, ce qui correspondait au comptage des générations dans l'Ancien Testament. Et donc finalement, la Terre était aussi vieille que Adam et Ève. Il y avait une sorte de commensurabilité entre le temps de la Terre et le temps des humains. Avec l'allongement du temps de la Terre par les travaux de ce qui va devenir la géologie, où on se dit la Terre a plusieurs centaines de milliers d'années, puis elle a plusieurs centaines de millions d'années, aujourd'hui on est à 4 milliards et demi d'années, on prend conscience que finalement l'humanité est arrivée dans les dernières secondes de l'histoire de la Terre. Et que donc, il y a d'un côté un temps énorme, majestueux, très lent, de la géologie et des sciences de la nature, et de l'autre, il y a une temporalité beaucoup plus courte, beaucoup plus mouvementée, celle des révoltes, des révolutions, des passions, des intérêts, qui est l'histoire humaine. Donc d'un côté, et du progrès, et de l'avenir radieux, etc. Et donc au XIXe siècle, et on est les héritiers de ça, il y a une sorte de dualisme de la temporalité. D'un côté, il y a le monde de la Terre et de la nature, qui a une certaine temporalité lente, quasi statique. On se met à parler de ressources, le monde, la terre, le charbon, les espèces comme des ressources, comme quelque chose de statique qu'on aurait hérité de temps immémoriaux. Et de l'autre côté, une humanité qui, elle, a une histoire dynamique, qui bouge, et finalement la Terre ne bouge que parce que l'humanité la mobilise. Alors ça a été analysé par le philosophe Peter Sloterdijk. Donc un dualisme temporel, une sorte de disjonction cinétique entre un imaginaire de la nature comme lente ou immobile et un imaginaire de la société comme dynamique, entreprenante, marchant vers l'avenir, etc. Toujours plus vite, l'accélération, etc. Et également, on avait dans la pensée moderne une disjonction qui n'était pas que cinétique, mais qui était ontologique, une différence de nature entre les humains et tout le reste. On mettait dans la catégorie de nature les pierres, les oiseaux, les animaux, une espèce de fourre-tout qui s'appelait la nature et qui finalement servait à être l'autre d'humains qui se considéraient comme supérieurs, maîtres et possesseurs. On retirait aux êtres de nature toute volonté, toute théologie, toute téléologie, toute âme, etc., dans cette pensée moderne. Et finalement, avec l'Anthropocène, on a une sorte de... ça vient conforter tous les travaux de l'anthropologie depuis Descola, Viveros de Castro, qui ont critiqué ce dualisme
nature-culture comme étant finalement une particularité occidentale, alors qu'il existe d'autres cultures qui ne fonctionnent pas du tout dans la même répartition des capacités entre humains et non humains. Donc une sorte de relativisation de notre vision du monde par rapport à d'autres visions du monde possibles qui peuvent être animistes, j'oublie les autres systèmes, totémistes et analogistes. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette sorte d'entremêlement de nature et de culture qu'est notre situation aujourd'hui, y compris politique et géopolitique, se retraduit effectivement dans le fait que aujourd'hui, ce qu'on appelait l'environnement comme quelque chose d'extérieur à nous fait irruption dans la politique, fait irruption dans la géopolitique, bouleverse les rapports sociaux, les transformations de l'état dit environnemental de la Terre, transforment les rapports de force sociaux, transforment la puissance géopolitique relative de différentes puissances à l'échelle du globe, etc. Un exemple uniquement pour illustrer ça, qui est dans un livre de Jean-Michel Valentin sur la géopolitique d'une planète déréglée, changement climatique, réchauffement de l'Arctique. C'est vachement intéressant pour certains, réchauffement de l'Arctique. Dans l'Arctique, il y a 30% des réserves de gaz naturel mondial et il y a 13% des réserves de pétrole. Si l'Arctique se réchauffe, on accède à ces ressources, il y a un nouveau cycle extractiviste d'extraction d'énergie fossile qui se joue, et sur financement russe et chinois, il y a des énormes complexes, des nouvelles villes qui se créent pour développer des nouvelles installations minières. On installe des centrales nucléaires flottantes pour alimenter ces premières villes avant d'avoir les ressources fossiles pour avoir de l'énergie. C'est le Far West, c'est un nouvel Eldorado. Après, c'est pas étonnant que Poutine soit plutôt freine des quatre fers dans les négociations climatiques internationales. Il y a des intérêts objectifs. Le changement climatique, c'est pas un problème pour tout le monde. On n'est pas tous dans la même situation. Il y a des asymétries, il y a des intérêts différents. Et le réchauffement de l'Arctique, c'est non seulement des nouvelles ressources pour certains intérêts géopolitiques, mais c'est aussi la possibilité d'ouvrir le passage du Nord-Ouest. Il y a de plus en plus de jours chaque année où on peut maintenant circuler sans passer par le canal de Suez, mais en passant par l'Arctique, pour aller de la Chine à l'océan Atlantique. Il n'y a plus besoin de brise-glace pendant de plus en plus de jours et de semaines chaque année. Du coup, ça rapproche de plus de 10 jours le trajet entre la Chine et entre l'Asie et l'Atlantique. L'Atlantique est en train de devenir l'arrière-cour de l'Asie du Sud et du Sud-Est. Donc là, on voit bien que ça conduit à des situations géopolitiques potentiellement différentes. Ça réoriente les conflits, ça réoriente la concurrence entre différentes grandes puissances, dont les questions commerciales entre Trump et la Chine sont un des éléments actuels. Voilà. Donc, notre géopolitique est déjà travaillée par les forces de l'Anthropocène dont j'ai parlé tout à l'heure. On pourrait aussi parler de la course au dernier pétrole facile d'accès du Moyen-Orient depuis 30-40 ans et les efforts militaires qui se sont joués dans les guerres du Golfe. On pourrait parler des enjeux géopolitiques des migrants climatiques, etc. etc. Troisième élément de ce qu'il faudrait peut-être repenser dans nos pensées occidentales, dans notre pensée des sciences humaines et sociales, l'Anthropocène oblige à repenser la dynamique des sociétés telle qu'on la concevait dans les sciences humaines et sociales depuis Durkheim, je dirais. En gros, le paradigme des sciences humaines et sociales, depuis plus d'un siècle, c'est d'expliquer la dynamique des sociétés comme si la Terre et les êtres non humains n'étaient que des externalités. Durkheim dit clairement, autour de 1900, on n'explique un fait social que par un autre fait social. En faisant ça, il prolonge Auguste Comte. Il y a cette idée d'autonomiser la compréhension de la société, d'en faire une science à part entière, en considérant que la société est régie par ses propres causes
et non pas par des agents extérieurs naturels. Le suicide ne s'explique pas par la météorologie, le fait qu'il fait plus sombre en hiver, etc. C'est Durkheim. Donc il y a une volonté épistémologique de faire science dans les humanités et les sciences sociales contre les sciences dures, contre la biologie, contre la physique, et de n'expliquer la société que par la société. Cette ambition-là, elle a été très importante. Par exemple, elle a permis de lutter contre l'eugénisme, la biologie raciale, l'explication des différences de sexe comme justifiant des dominations politiques sexistes, quoi d'autre, toutes les formes de naturalisation et de biologisation du social ont pu être affrontées grâce à ces paradigmes de l'autonomie des causalités sociales depuis le paradigme durkheimien. Donc ça a été très important, ça a pu soutenir des politiques d'émancipation, mais en même temps c'est largement faux. On ne peut plus, encore moins aujourd'hui, expliquer les dynamiques des sociétés sans prendre en compte des causalités autres que sociales. Et donc, l'idée, c'est pas de dire on va tout abandonner les acquis des sciences humaines et sociales critiques pour devenir des sociobiologistes et expliquer tous les fonctionnements sociaux par des approches biophysiques ou darwiniennes, mais c'est de ne plus externaliser les dimensions matérielles et les dimensions non humaines qui expliquent des dynamiques sociales, tout en gardant nos questions fondamentales des sciences humaines et sociales. La question du pouvoir, la question des asymétries et des inégalités, la question de qu'est-ce qui fait tenir des régimes sociaux ou des pactes politiques. Donc de garder nos questionnements fondamentaux, qui sont des formes de politisation de la compréhension du social, de dénaturalisation, de garder cet objectif de dénaturaliser le social, mais malgré tout en incorporant des acquis, des paramètres, des méthodologies qui nous viennent des sciences de la nature. Par exemple, il y a un très très beau livre qui raconte l'histoire des démocraties occidentales au prisme de l'énergie. En gros, à l'âge du charbon au XIXe siècle, le charbon, c'est une énergie qui est quand même assez lourde, assez difficile à extraire. Il y a moins d'énergie dans 1 kilo de charbon que dans 1 kilo de pétrole. Donc le charbon est un petit peu moins fluide, un peu moins facile à obtenir, demande plus de travail que le pétrole. Le pétrole, on faisait un trou en Arabie Saoudite, ça sortait tout seul. En Europe, il fallait des millions de mineurs pour extraire le charbon. Il fallait des centaines de milliers de cheminots pour les transporter. Or, comme par hasard, les fers de lance des mouvements sociaux, les mouvements ouvriers du XIXe siècle ont été les mineurs et les cheminots qui, grâce à la capacité de blocage de l'énergie sur laquelle reposait la société, la première grève générale du monde, c'est 1842, pendant le mouvement chartiste, et les grévistes arrivent à bloquer des usines dans lesquelles il n'y avait pas de grévistes, parce qu'ils bloquent l'approvisionnement en charbon. Il y a une capacité de blocage des mouvements ouvriers et des luttes sociales du XIXe siècle par le blocage du charbon, qui a créé un rapport de force qui a civilisé le capitalisme sauvage du début du XIXe siècle et qui a abouti au type d'État social, d'État-providence qu'on a connu au XXe siècle avec l'apogée du programme du Conseil national de la résistance pour nous après 1944. Donc ce pacte social, ce rapport de force, il n'est pas indépendant du type d'énergie sur laquelle reposait la société industrielle à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand le pétrole arrive à la fin du 19e siècle aux États-Unis? Autour de 1900, il y a beaucoup moins de forces syndicales aux États-Unis, elles sont beaucoup plus contournées qu'en Europe. C'est en partie lié au pétrole. Quand arrive le plan Marshall, dans l'après-deuxième guerre mondiale en Europe, 10% des fonds du plan Marshall servent à acheter du pétrole. Pour accélérer la croissance, parce qu'il faut aller plus vite que le bloc de l'Est dans un contexte de guerre froide, mais aussi passer du charbon au pétrole, c'est mettre au chômage ou faire changer de métier des mineurs et des cheminots, puisque le pétrole vient d'ailleurs. Et donc, tous ces mineurs et ces cheminots qui étaient tous à la CGT, qui votaient tous PC,
dans un contexte de guerre froide, vont avoir beaucoup moins de pouvoir social, de pouvoir de blocage dans une société qui dépend du pétrole que dans une société qui dépend du charbon. Et Timothy Mitchell, qui raconte cette histoire, me dit finalement les dégradations de la qualité de nos démocraties de l'âge néolibéral des dernières décennies ont été préparées par les décennies du pétrole des années 50, 60 et 70. Et donc du coup se pose la question de si on veut une nouvelle démocratie dans un âge post-pétrole, finalement quel est le type d'arrangement métabolique qui conforterait le type de démocratie que nous souhaiterions. Donc on ne peut plus penser la démocratie qu'on souhaite sans penser la base énergétique qui va avec, les arrangements, le type de coopérative qu'on veut, etc., etc. Donc voilà, une importance de ne plus externaliser la question matérielle, naturelle et énergétique, y compris quand on parle de politique et de démocratie. D'une façon plus générale, on peut même repenser le capitalisme à partir d'apports qui nous viennent des sciences de la Terre et de mesures des flux de matière et d'énergie. C'est venu de la notion d'écologie monde qui a été proposée par Jason Moore, c'est pas traduit en français, je suis désolé. Il dit en fait, voilà, l'économie mondiale capitaliste depuis 5 siècles a été analysée par Wallerstein comme un système-monde. La notion de système-monde, ça permet de penser à la fois l'harmonisation des espaces économiques mondiaux, qui font tous partie d'un même système, et à la fois le maintien d'asymétrie et d'inégalité à l'intérieur de ce système mondialisé, avec des centres et des périphéries, des échanges inégaux entre des pays dominants du monde capitaliste et des pays plus périphériques. Et les pays du centre peuvent acheter du travail beaucoup moins cher lorsqu'il vient de la périphérie. Et donc il y a tout un système d'échange inégal qui a été analysé par des travaux d'économie marxiste des années 60-70 autour de ça. C'est ajouté dans ces 15 dernières années à cette notion d'échange inégal une couche supplémentaire qui est celle d'échange écologique inégal. Est-ce que dans le système mondial asymétrique capitaliste que nous connaissons, les pays les plus riches qui sont au centre du système n'achètent pas des biens naturels, de l'énergie pas chère, de la capacité d'absorption de déchets pour pas cher, alors qu'ils exportent, ils achètent des biens écologiques pour peu cher de la périphérie et ils exportent gratuitement des déchets vers la périphérie. C'est nos déchets électroniques qu'on envoie en Philippines ou c'est le carbone qu'on envoie dans l'atmosphère. On ne paye pas du tout une mise en décharge, on met dans l'atmosphère et les victimes sont plutôt dans les pays du Sud. Donc il y a un échange inégal de type écologique qui se joue à l'échelle du système capitaliste mondial et qui a été analysé donc par un certain nombre de travaux en histoire économique, ce qu'on appelle maintenant l'ecological economics, et qui finalement contribue à repenser le système monde capitaliste comme un nouvel agencement de la planète. C'est-à-dire, un état du système capitaliste à un moment donné correspond à un certain état de la distribution des flux de matière et d'énergie sur la Terre. Chaque âge du capitalisme a son écologie planétaire particulière. Et donc cette écologie planétaire, elle est historique, elle aussi, depuis plusieurs siècles. Elle a changé. L'atmosphère d'aujourd'hui n'est pas l'atmosphère de 1850, qui n'est pas l'atmosphère de 1700. Et un exemple assez frappant de ça, de ce que ça peut apporter, c'est la conquête de l'Amérique. 1492, qui est la naissance de l'expansion européenne, d'un modèle colonial, de la modernité occidentale, et de la naissance du capitalisme, avec les banquiers italiens qui financent les expéditions des bateaux espagnols et portugais pour ramener de l'or, de l'argent, puis du sucre des îles sucrières esclavagistes. Ce moment de naissance du capitalisme transforme également la géologie de la planète. Avec la mise en relation du vieux continent et du nouveau continent,
on entre dans une nouvelle géologie qui n'avait pas eu cours depuis 200 millions d'années. En gros, il y a 200 millions d'années, il y avait un seul continent et puis de la mer tout autour. Ça s'appelait le Gondwana. Puis, il y a eu un éclatement et le vieux continent et l'Amérique se sont séparés. Et donc, il y avait des formes biologiques qui avaient évolué séparément du part et d'autre de l'Atlantique et qui ne s'étaient jamais rencontrées. Il y a un cousin du cheval qui n'a rien à voir avec le cheval, qui existait, qui s'est développé en Amérique. Il y avait des microbes qui existaient en Europe, qui étaient totalement absents en Amérique. Et au moment de la rencontre coloniale colombienne, tout ça va se mélanger. Les microbes européens vont tuer des millions d'Indiens, les pommes de terre et les tomates américaines vont débarquer en Europe. Et il y a une sorte de nouvelle mise en circulation d'espèces qui ne s'étaient jamais rencontrées, avaient évolué séparément pendant 200 millions d'années. Ça, les paléontologues, les géologues, dans 1 million d'années, ils le verront dans les couches sédimentaires. Ils verront, ah tiens, avant en Europe, on n'avait que tel type de fossiles, et puis après le 1492, on voit des nouvelles formes de vie qui sont arrivées d'ailleurs. Et c'est également vrai pour l'atmosphère. Dans les carottes glaciaires que les glaciologues vont étudier dans les pôles et dans les bulles d'air dans lesquelles ils estiment la teneur en carbone de l'atmosphère, en 1492, il y a 5 parties par million de plus de carbone qu'en 1700. Il y a eu finalement pendant un siècle et quelques une chute de la teneur en carbone de l'atmosphère pendant tout le XVIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 millions d'Indiens qui ont disparu du continent américain. Il y avait 55 millions d'Indiens en 1492, il y en a plus de 5 en 1750. Il fallait 50 millions d'hectares d'agriculture prise sur la forêt pour nourrir ces 50 millions de personnes. À partir du moment où elles ne sont plus là, ça revient à la friche, ça revient à la forêt. Et tout ça, ça capture du carbone et ça fait baisser la quantité de carbone dans l'atmosphère. Donc vous voyez que ce désastre historique qu'a été le génocide amérindien au moment de la conquête de l'Amérique est aussi quelque part un événement géologique. Qu'il y a une sorte d'histoire conjointe de l'histoire du capitalisme, de notre histoire occidentale et de l'histoire géologique et écologique de la planète depuis au moins 1492. Et ça amène toute une série de nouvelles façons de penser notre histoire, de penser la dynamique des sociétés capitalistes, que de le faire avec ces éléments-là. Je pense que j'ai ouvert déjà suffisamment de pistes pour qu'on puisse passer à la discussion. Alors évidemment, on n'a pas, avec 22 livres, répondu à tous les questionnements que j'ai posés. Ce qu'on a essayé de faire dans la collection, c'est finalement d'ouvrir un espace où on peut penser ce que j'ai appelé cette nouvelle condition humaine, en faisant appel à toutes les disciplines, à toutes les intelligences. C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans les auteurs de la collection des acteurs qui sont plutôt des intellos universitaires, scientifiques ou des humanités, et des acteurs de la société civile qui sont dans des alternatives, dans des transitions, comme Rob Hopkins, comme les auteurs de Crime Climatique Stop, qui étaient organisés avec Attaque et 350.org, comme Valérie Cabanès, qui est à la fois une juriste et une porte-parole du réseau End Ecocide on Earth, qui lutte contre l'écocide. Donc, diversité entre des militants, quelque part, et des penseurs. Il y a à la fois des scientifiques. Il y a Vincent de Victor qui est là aujourd'hui, il y a André Cicolella sur les questions sanitaires mondiales, et des penseurs des sciences humaines, droit, économie, géopolitique, Sciences Po, histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, pour l'instant, comme éventail. Il y a des auteurs français et des auteurs étrangers. On a traduit du Arnanès, un philosophe, on a traduit Arturo Escobar, un anthropologue latino-américain, on a traduit Clive Hamilton sur la géo-ingénierie. On a traduit Rob Hopkins sur le mouvement de la transition. Donc voilà, on a, parmi les différentes disciplines, on pourra en ajouter une, je ne sais pas si Pablo est déjà ajouté, une discipline nouvelle qui s'est autoproclamée sous un nouveau nom qui s'appelle la collapsologie.
parce que peut-être je vais finir là-dessus, dans la collection Anthropocène, on n'a pas peur des nouveaux noms. On a tenté le mot Anthropocène, on a avancé le terme de collapsologie, on a avancé le terme de low-tech, avec Philippe Biwix, contre les high-tech. Il a proposé ce slogan un petit peu provoquant de faire des basses technologies, que c'est les basses technologies qui vont sauver la planète et pas les hautes technologies. On a inventé avec Karine Movilis, c'est le livre qui sort dans quelques semaines, le cyberminimalisme, qui renvoie à tout un projet de reprendre le contrôle sur ces objets connectés et ce monde connecté dans lequel on vit. Et puis le terme d'écocide, qui n'était pas très connu en France non plus, et que le livre de Valérie Cabanès a permis un petit peu de mettre dans le débat public. Donc voilà, il y a une dimension de connaissance finalement dans ce projet de la collection, et il y a une dimension aussi d'engagement, de peser dans le débat public, de faire évoluer les sociétés, de transformer les politiques. Parce que finalement, le constat qu'on peut faire depuis au moins 10 ans, c'est que l'écologie gestionnaire, l'écologie gouvernementale, les politiques publiques n'ont quasiment rien avancé. On a un bilan largement... depuis le Grenelle de l'environnement, on peut dire finalement le compte n'y est pas. Et de l'autre côté, dans la société civile, on a des tas d'initiatives, que ce soit dans les ZAD ou dans le mouvement de la transition, et dans le monde intellectuel et éditorial, ça prolifère de partout. Il y a une richesse, il y a une créativité, y compris, pas seulement chez nous, je pense à des éditeurs comme des petits éditeurs White Project, Dehors, Le Pas de Côté, Le Passager Clandestin. Il y a un renouvellement des pensées écologiques extrêmement fort, alors que de l'autre côté, dans le champ des politiques et des institutions et de l'économie, c'est verrouillé. Je pense que cette situation-là de créativité d'un côté et de verrouillage de l'autre, elle nous prépare peut-être des moments un petit peu de basculement ou de surgissement dans les prochaines années, que peut-être la collection et d'autres aident à préparer, à penser. Voilà. Merci beaucoup. Parler de 97% des hommes et les autres, leur animaux domestiques représentaient 97% de quoi? Des vertébrés terrestres. Des vertébrés terrestres. Et les hommes tout seuls, combien ils représentent? Un tiers. Un tiers, 33%. 33 ou 35, ouais. 35%, merci. C'est le poids, c'est la biomasse. D'accord, la biomasse. Oui, vous avez dit que nos gouvernants ne proposent pas de nouvelle croissance. Moi j'ai là cette impression. Personne ne les croit, je trouve. Hein? Il n'y a plus grand monde qui les croit. Oui, moi j'ai l'impression que c'est le contraire, puisqu'ils se lancent dans des projets numériques fantastiques, les compteurs communicants, la 5G, hein, avec plus de 650 satellites qui vont lancer, couper tous les arbres des villes pour mettre un émetteur 5G tous les 100 mètres dans les rues. Le fait que nos gouvernants ont levé des taxes sur les pauvres, bien sûr, pour financer la recherche de l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Je trouve ça tout à fait inquiétant et fou, parce que c'est aggraver le réchauffement climatique. Ils veulent lancer aussi des milliards, ils parlent de milliards d'objets connectés, hein, qui seront donc connectés chez nous grâce à nos compteurs communicants, des compteurs verdâtres. Je trouve tout ça très très inquiétant, et excusez-moi, mais vous tous qui parlez beaucoup de la transition, de l'effondrement, à part peut-être donc Karine Movilis, je pense que vous ne pensez pas assez à ce danger que je trouve assez effroyable. Voilà. Alors, il y a aussi le livre de Clive Hamilton sur les projets, comment les millionnaires des GAFA investissent dans des technologies de géo-ingénierie. Aujourd'hui, le champ du spatial
est en train de devenir fortement investi par des entreprises privées, alors qu'auparavant c'était un peu un monopole des puissances étatiques de lancer des projets spatiaux. Ça devient effectivement maintenant un business privé. Et il y a effectivement tout un secteur de solutions pour sauver la planète par les smart everything, par les technologies dites vertes, par la géo-ingénierie, par les objets connectés. Mais je pense que on est plutôt dans un discours de il faut innover pour pas disparaître. Une sorte de peur de disparaître. Si on n'est pas compétitif, on disparaît. Ça n'a plus la même adhésion sociale qu'à l'époque de l'idéologie du progrès du 19e siècle. Effectivement, on est passé du progrès à l'innovation, quelque part dans ce... C'est encore bien prenant, hein, le progrès. Beaucoup trop encore.